Mes amis, je vous présente Paul Cadens, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il vient d'écrire un superbe livre, c'est un vrai pavé. Alors, il faut l'excuser, il est belge, et même pire, bruxellois. Est-ce qu'au moins, Paul, tu peux nous montrer, c'est une plaisanterie, Oui, j'adore oui. les bruxellois. Est-ce que tu peux nous montrer ton livre que les gens identifient, ton livre, Voilà. mets-le bien, voilà, près près de la caméra, qu'on n'ait pas le reflet de la lumière. Enfin, je mets mes lunettes parce que sinon, voilà, ça c'est bien, ça s'appelle Philosophie de la soustraction. Où est-ce Voilà. qu'on peut le trouver? Eh bien, écoute, on peut le trouver dans toutes les librairies francophones de Belgique déjà. On peut le trouver à la librairie Vincent à Paris, certainement. Et alors online, puisqu'il est en fait online depuis novembre 2023. Donc il est sur toutes les Voilà, plateformes. vas-y, baisse-le, on l'a vu, on l'a vu. Voilà, c'est Donc bon. on peut l'acheter chez Amazon, c'est ça que tu me dis? Oh, Amazon, Fnac, enfin toutes les plateformes de vente online. Très bien. Voilà. Bon, parle-nous un peu de toi, que les gens te connaissent, Paul, puisque bruxellois ne suffit pas complètement à définir une identité. Tu viens de quel horizon? Alors on va dire que c'est une sorte de mélange qui m'a suivi, un mélange artistique et intellectuel. Donc on va dire que à l'adolescence, je m'intéressais déjà beaucoup à la philosophie. Je lisais des auteurs comme Roland Barthes, Jean Baudrillard, Goethe, Freud, etc. Mais j'ai lu dans le désordre, donc c'était vraiment boulimique. En même temps, je faisais des études artistiques à Saint-Luc, qui est une école bruxelloise. Bien Le connu des Belges. voilà, le dessin a toujours été quelque chose, une facilité chez moi. Peut-être avec un père qui était aussi un peu artiste et artisan. Et puis voilà, je me suis mis dans le design, dans la sculpture. Ça fait une bonne trentaine d'années maintenant que je travaille dans le design et la sculpture. Ça, c'est mon parcours. Là, maintenant, ce qui s'est passé avec le bouquin, je résume, je dis en deux mots. Mmh. 2019, ça a été vraiment pour moi la révélation d'un système qui fonctionne très très mal. La période Covid et les mesures Covid et surtout les abus de pouvoir générés par nos dirigeants en Europe, en Occident, ça m'a réveillé. Et c'était comme une épiphanie pour moi parce que je me suis plongé dans la recherche, la compréhension de cette maladie, de tout le système et de toute la manière dont tout ça nous était présenté. Et puis j'ai découvert plein de choses. Et il a fallu que je le transmette, il a fallu que je communique ça. Alors, donc ça donne notamment ce livre qui est un pavé, hein, il faut dire aux gens que c'est un livre qui nourrit, qui s'appelle Philosophie de la soustraction. Explique-nous en trois mots, puis après on va approfondir, parce qu'en fait je voulais t'interviewer pour qu'on parle de ce que j'appelle le déclin de l'esprit en Occident. J'utilise souvent le mot avachissement. Moi-même, je sors un livre fin juin où je parle pas mal d'avachissement et de combattre l'avachissement. Je voulais que tu nous parles c'est pour ça que ton livre est intéressant de mon point de vue. C'est à la fois parce que c'est un livre très personnel, mais tu vas nous en dire quelques mots, et qui, je pense, aborde des sujets qui, de mon point de vue, sont centraux dans le déclin actuel de l'Occident, dans cette décadence que nous vivons. Alors, donc ce livre, explique-nous la genèse depuis le Covid jusqu'à l'apparition de ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Voilà. Eh bien, j'avais du temps, comme je suis un artiste indépendant, je suis pas trop pressé par le temps, par les horaires, etc. Donc, je suis quelqu'un d'assez libre. J'ai aussi un peu mon âge qui me permet de travailler un peu plus calmement et de profiter de la nature, de la vie. J'aime les chevaux, j'aime la nature, enfin voilà. Et donc, je me suis mis à réfléchir et j'ai fait un petit mémo de ce qui s'est passé les années en fait qui viennent de s'écouler maintenant, les quelques années, et essentiellement en France d'ailleurs. Moi, je suis très lié à la France, puisque Paris, c'est une ville avec laquelle je travaille, on va dire, dans mon activité d'artiste. J'ai remarqué qu'en 2018, il y avait les Gilets jaunes, et puis j'allais en France, j'allais en Normandie en vacances de temps en temps, et ils bloquaient les ronds-points. Et puis ces Gilets jaunes, en fait, on les a éteints, on leur a cloué le bec, on a aveuglé ces gilets jaunes par des événements qui se sont déroulés, je trouve. Donc,
En gros, fin 2018, il y a eu une grosse manifestation à Paris avec des Black Blocs, on ne sait pas très bien d'où ils provenaient, etc. Et puis, il y a eu un attentat à Strasbourg, curieusement, qui a fait 5 morts. Ça a commencé à mettre fin au mouvement des Gilets jaunes. Un peu après, Notre-Dame a brûlé aussi. Donc, j'étais à Paris le jour où Notre-Dame a brûlé, d'ailleurs. J'étais assez surpris dans un resto, j'apprenais de mes voisins. Donc, il y a eu ça. Et puis, les Gilets jaunes se sont éteints. Curieusement, le Covid est arrivé exactement à ce moment-là, comme pour enterrer définitivement, c'est pas du complotisme ce que je dis, je veux bien parler du complotisme après, si tu veux, mais comme pour enterrer définitivement ce mauvais épisode pour vos dirigeants, et en gros les dirigeants de l'Europe, puisque ça touchait un peu tout le monde. Et puis, on continue avec ça, on continue, 2021, 2022, début 2022, le Covid se diminue, en février, on dit que ça commence à diminuer, février 2022, l'intervention des Russes en Ukraine. Exactement à ce moment-là. Ça bat un peu de l'aile ces derniers mois, etc. Et début octobre, septembre, attentat en Israël par le Hamas. Donc, si on regarde ça comme ça, il y a comme une sorte d'agenda qui fonctionne merveilleusement bien, en fait, qui fait que le monde occidental est maintenu dans un chaos, et il y a un événement, puis un deuxième, puis un troisième, et tout ça se succède joyeusement, et donc on peut prévoir ce qui va se passer, les élections américaines, un tas de choses comme ça se déroulent. Et je dirais juste un petit mot sur le complotisme. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de complot. Donc le complotisme est une invention évidemment du marché et du système qui veut tout ranger et tout cataloguer pour ostraciser les dissidents, on va dire, ou ceux qui simplement aimeraient bien comprendre. Pour moi, il n'y a pas vraiment de complot, c'est organique en fait. Et ma différence peut-être avec la plupart des merveilleux intellectuels et géopolitologues qu'on voit beaucoup pour l'instant en France et ailleurs, c'est que ce n'est pas pour moi l'homme qui est la cause des choses, ce n'est pas lui le responsable, c'est le système, le marché qui a été mis en place par lui, 500 avant Jésus-Christ avec l'arrivée des premières pièces de monnaie, on va dire. Ce virus-là est le vrai virus, c'est le seul virus peut-être qui mène en fait la civilisation à sa perte de manière exponentielle, et ça va aller de plus en plus vite jusqu'à le jour d'après, et là on verra. Alors, comment tu passes de cette vision générale, que pour ma part je ne partage pas complètement, je glisse au passage parce que certes il y a un virus qui mène la civilisation à sa perte, mais depuis qu'on a inventé la monnaie, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions importantes dans la construction humaine. Donc tout n'est pas complètement raté quand même dans l'histoire. Comment t'es passé de ce constat d'un agenda du chaos à la rédaction de ton livre, et qu'est-ce qui a nourri ton livre? Et au fond, ton livre est une réaction contre quoi, pour dire quoi? Je me suis basé sur la philosophie. Donc déjà, il y a un premier axe qui est la philo. Des présocratiques, donc de Héraclite en 550 avant Jésus-Christ, Parménide, enfin je connais plus Héraclite que Parménide, c'est normal parce qu'il y a plus de fragments sur lui que sur Parménide. Donc il y a ça, il y a Socrate qui a suivi après. On peut arriver à Rome avec Sénèque et Épictète. On peut aller jusque peut-être Spinoza au XVIIe et puis Marx et Hegel au XIXe. Tous ces philosophes, ceux-là, il y en a d'autres, je les oublie, mais en tout cas ceux-là que je connais un petit peu, ont été contre le pouvoir. Ils ont été contre le système de la marchandise, contre l'organisation de la société. Ils ont tous été, plus ou moins, congédiés pour Spinoza par la synagogue, condamnés à boire la ciguë pour Socrate, condamnés à se suicider pour Sénèque. Et évidemment, ils ont eu tous des problèmes. Ça n'arrange pas la société que l'on pense. La pensée est contraire au commerce. Donc en gros, nous sommes dans une société du commerce. Tu dis qu'il y a de très bonnes choses. Oui, il y a de bonnes choses dans le cadre de la marchandise et du commerce et de l'organisation de la société. Mais c'est l'organisation de la société telle qu'elle est faite autour de l'argent et de la valeur d'échange qui est le problème. Donc tant qu'on ne sort pas de ça, on va rester un peu calé là-dedans. Et maintenant, je réponds à la première partie de ta question. J'ai pris toute une série de mythologies pour essayer d'illustrer
un petit peu mon propos. Je ne sais pas, par exemple, la musique au hasard, parce qu'il y a un thème important sur la musique. Je connais bien la musique classique et pour moi, il y a deux musiques. Il y a la musique classique, la musique orchestrale, et puis il y a tout le reste. Ce sont deux choses différentes. Il n'y en a pas trois ou quatre. Il y a deux types de musique. Celle d'avant la diffusion et celle d'après la diffusion. La musique classique n'était pas diffusée. Toute la musique qui a suivi a été diffusée. Et c'est ce qui en a fait la musique du marché, la musique marchandise, on va dire. Et là-dedans, on peut tout mettre. Et tout correspond au même système, au système rythmique, en fait, auquel ne correspondait pas la musique classique. Le rythme est commercial, en fait. Le rythme pousse à bouger, à danser, à faire quelque chose. Et il entraîne nos sens, en fait. La musique classique nous fait réfléchir, nous invite à penser. Quand on écoute Bach, on ne peut pas rester insensible. On est obligé de réfléchir à la musique elle-même à travers Bach. Donc il y a ça. Je pensais tout à l'heure au musée, par exemple. C'est toute une série de mythologies comme ça. Il y en a plein. C'est pour ça que le livre est assez important. C'est que j'ai dû prendre tous ces sujets. Les musées, à l'époque, on va dire, avant la réalisation totale de la marchandise, c'est-à-dire peut-être on va dire entre les deux guerres, ou même ou peut-être après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le musée, c'était encore un endroit de culture, un endroit où on allait découvrir une civilisation, une époque, une géographie, par le visuel, par les objets, parce que l'histoire nous a laissé. Et on apprenait des choses. Et moi, je me souviens, un gamin, mon père nous emmenait au musée tous les dimanches. On allait et on apprenait des choses. Ce que c'est que la préhistoire, le paléolithique, le néolithique, le mésolithique. On a tout appris comme ça. Aujourd'hui, évidemment, apprendre, connaître, et là je rejoins tout à fait ton opinion de l'avachissement, un terme un peu trivial mais tout à fait sympa, c'est plutôt la crétinisation, moi je dirais. Donc on a crétinisé les gens parce que aller au musée n'est pas quelque chose qui intéresse le marché, ça ne rapporte rien, ça coûte de l'argent, apprendre aux gens pourquoi, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux pas qu'ils en sachent trop d'ailleurs, sinon ils risqueraient de comprendre. Donc on va les avachir, on va leur fermer le clapet et qu'ils ne sachent rien. Par contre, leurs enfants, les enfants qui crient tout le temps, faisons tout pour que l'enfant ne pleure pas, eh bien on va l'amener au musée et on ne va pas amener l'enfant au musée, on va amener le musée vers l'enfant et on va l'organiser autour de l'enfant pour qu'il ait des jouets, du spectacle, des expositions immersives, comme on dit maintenant. Et pour le marché, la préhistoire, ce n'est pas les périodes paléolithiques, l'ère glaciaire, le mésolithique, le néolithique. La préhistoire, c'est Jurassic Park. Voilà, pour résumer, le soft power du cinéma américain, je parle aussi beaucoup de cinéma, est à la manœuvre pour nous avachir, nous crétiniser évidemment et nous rendre complètement serviles à la consommation. Alors là-dessus, j'entends bien que tu expliques qu'au fond, les gens subissent et n'y sont pour rien, mais dans la pratique, les gens ont aussi la liberté d'acheter moins d'abonnements Netflix, moins de téléphones portables, moins d'entrées dans les parcs d'attractions. Ils peuvent aussi se payer une entrée dans un musée, surtout que souvent il y a des tarifs réduits pour les familles. Comment tu expliques que les gens, au fond, parce que quand je t'entends, tu les déresponsabilises beaucoup, mais c'est aussi un choix personnel à un moment donné que de dire je préfère aller voir un blockbuster américain que une exposition au musée qui va m'apprendre des choses ou apprendre des choses à mes enfants. Comment ça s'explique ce choix? Alors, ça s'explique, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est qu'on a toujours tendance à dire, et le marché nous dira toujours, oui mais vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de consommer autant, etc. Non, bien sûr, on n'est pas obligé, mais en fait on est contraint et forcé par les rapports sociaux, et comme nous sommes installés dans des rapports sociaux qui font que nous avons tendance à nous maintenir dans une certaine classe sociale, on va dire. Pour se maintenir dans cette classe sociale, on a certains besoins qui sont devenus indispensables pour se maintenir, en fait, pour ne pas descendre de classe sociale. Et ces besoins-là, je le dis dans mon livre, le besoin est un concept. Nous n'avons besoin que de 3 choses, se nourrir, se vêtir et enfanter, faire des enfants. C'est les 3 réels besoins. Tout le reste, c'est du concept. Tout le reste,
c'est du fantasme. Oui, c'est très bien, mais c'est du fantasme, c'est pas une réalité. Donc quand on dit j'en ai besoin, non, j'en ai envie. Et là, on rejoint un peu Spinoza avec le désir. Mais parlons pas de ça maintenant. Mais donc je dis que la société, évidemment, nous forme et nous forge à avoir des besoins, à consommer beaucoup, et de plus en plus rapidement, et de changer de plus en plus vite, pour se maintenir dans ce niveau social. Tout n'est que rapport social, en fait. C'est le côté Marx, évidemment. Marx qui disait des gens me disent que l'homme a toujours voulu faire société, comme si ça venait de l'homme. Marx répond non, 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 l'homme a toujours voulu servir ses propres intérêts, ce qui l'a amené à faire société. Ça, c'est la réalité. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Si on les prend dans le désordre, on comprend rien et on continue à freiner un peu. Et la soustraction est un petit peu cette dichotomie dans mon discours, si tu veux, et là je reconnais, c'est que il faut faire un travail personnel. Ce n'est pas un système, un parti politique, un mouvement, une idéologie qui nous aidera. Il faut faire un travail personnel de recherche pour aller vers la compréhension du monde et du coup, j'aime pas cette question, enfin, et du coup, donc, en arriver à une forme de sobriété et raisonner par la mesure et non plus par l'excès. C'est ça. Explique-nous ce que ça veut dire, ça. Explique-nous en quoi c'est important. En fait, je suis obligé de revenir deux mots sur Marx et sur la baisse du taux de profit pour expliquer que Marx nous a expliqué longuement, et il a été très mal récupéré par le bolchevisme, enfin c'est son histoire, peu importe, enfin Marx est un philosophe de premier niveau, nous explique la baisse du taux de profit. Dans toute production industrielle, il y a une baisse du taux de profit. Dès qu'elle démarre, elle va gagner de moins en moins. Et ça c'est dû à la machine, à l'outil, au robot. Le robot n'a que sa propre valeur, en fait. Le robot ne produit rien. Le robot accélère la production de l'homme, mais le robot ne fait que s'user. Il est neuf, il va s'user, il va se détériorer, et il va produire de moins en moins. Et ce système-là fait que une concurrence va arriver, l'usine d'à côté va acheter un robot un peu plus récent, un peu plus rentable, plus efficace, et va concurrencer la première. Il va donc devoir vendre plus et moins cher. Ainsi de suite, le troisième et le quatrième. Ce qui mène à une saturation des marchés. Donc là, on le voit très bien aujourd'hui, il y a une saturation des marchés. On doit changer de téléphone portable tous les 6 mois si on veut rester dans ce niveau social, dans cette classe sociale indispensable, qui est devenue indispensable. Et alors qu'il y a une baisse du taux de profit qui nous mène évidemment à l'implosion totale de la production et du système industriel, qui est le système qui décide de tout. Parce que ce ne sont pas les politiques, les personnes publiques qui décident des choses, c'est l'industrie qui décide. À Bruxelles, on a 35 000 lobbyistes logés dans les quartiers de la communauté européenne. Donc ce sont les lobbyistes auprès de la Commission européenne. Auprès de la Commission. Du gouvernement belge. Non, auprès de la Commission européenne, bien sûr. Ils sont 35 000, et donc ils sont tous les agents de l'industrie, et ils viennent pousser un peu de panneaux solaires, un petit peu d'éoliennes, un peu de voitures électriques, un peu dans tous les sens, pour vendre leur camelote, pour vendre leur matériel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais moi, je reste un peu sur ma faim, sur la responsabilité des gens vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que c'est évidemment très tentant de dire que le problème, c'est les autres, c'est pas moi. Hein. Si je suis avachi avec ma bière devant ma télé, c'est parce que je suis une victime, et ne me demandez pas d'aller faire la révolution. Moi, je vois ça tous les jours dans les commentaires, souvent haineux, hein, de genre, et vous alors, attends, je te prends cet exemple. Très souvent, j'ai des commentaires débiles, hein, mais ce qui m'effraie, c'est la débilité profonde de notre époque. Des commentaires de gens en colère qui disent « Qu'est-ce que l'armée attend pour prendre le pouvoir ? Qu'est-ce que vous attendez ?» Des gens qui me disent « Mais à part faire des vidéos sur YouTube, qu'est-ce que vous faites pour la révolution ?» Moi, je leur dis « Et vous ? À part commenter sur Internet, vous faiêtre quoi ?» Et je pense que ces gens-là sont en faute. Voilà, faire des vidéos sur Internet, c'est peut-être pas glorieux, mais c'est déjà mieux que être derrière son écran à rien foutre avec une bière à la main. Et ce qui me frappe, c'est que des gens avec une bière à la main à rien foutre passent leur temps à donner des notes aux autres en disant « Mais moi, j'y suis pour rien. Mais vous êtes responsable du truc. » Mais on n'est pas plus qu'eux.
la question que je me pose, c'est pourquoi des gens qui sont manifestement avachis, qui sont gavés de télé, gavés d'écran, gavés de consommation, passent leur temps à demander aux autres de changer leur destin à leur place. Et pourquoi eux ne disent pas « c'est ma vie, j'en prends le contrôle et maintenant j'arrête ». Je crois que malheureusement, si tu veux, la réification, donc la transformation de toutes choses en marchandises, la réification totale de l'ensemble de notre société, qui va jusqu'à la réification des êtres humains, de l'air qu'on respire, de la nature, du monde animal, etc. Cette réification a raison de tout, en fait. Et le problème, il faut bien être conscient de ça pour comprendre que même la révolution est réifiée. C'est-à-dire que quand on s'élève et qu'on n'est pas d'accord, quand par exemple, prenons, je ne sais pas, voyons maintenant les élections, par exemple européennes ou autres, il y a toujours des petits partis, des partis dissidents qui vont essayer d'émerger. Et ils ont bien raison de le faire. Moi, je suis pour les pousser, les aider à le faire. Mais il faut quand même être conscient que le système organise ça, qu'il a prévu tout ça, qu'il a compris tout ça et il range tout ça dans des petites cases et il va bien s'arranger pour que ça lui serve plutôt que ça ne le desserve. Donc, il y a derrière une grosse industrie qui s'occupe de tout, qui commandite des responsables politiques. On le voit très bien avec votre dernier président français, donc qui vient de la banque, de l'industrie, etc. Donc, ces gens sont envoyés par l'industrie et font des lois, appliquent des lois et surtout ont un pouvoir complètement débordant qui mène jusqu'à la démence. On le voit aussi pour l'instant. Et donc, le brave gars qui est dans son canapé avec sa bière, qui lit les infos et qui râle et qui te répond et qui fait ses commentaires sur YouTube, ben oui, lui, il est déjà inclus dans le système, il est déjà réifié et il est là pour essayer d'un petit peu casser tout ça de l'intérieur, mais il n'y arrive pas, c'est complètement stérile évidemment. Et tout ce qu'il fait en faisant ça, il ne le fait pas. Excuse-moi, je vais te dire, moi, ce que j'ai vécu pendant le Covid, parce que nous, on a monté une association qui s'appelait Rester Libre, qui se transforme en parti politique. Et j'ai ce souvenir impressionné, et peut-être qu'il se reconnaîtra d'ailleurs s'il écoute, d'avoir reçu à la maison un couple avec 2 adolescents qui étaient directement touchés par le pass sanitaire, puisque comme ils n'étaient pas vaccinés, les enfants ne pouvaient plus faire leur sport. Or, ils étaient plutôt à un certain niveau. Et leur père, 50 ans, était chômeur. Et donc, je me revois leur dire au père notamment, mais viens nous aider, parce que c'est pour tes enfants qu'on fait ça. Voilà. Il me dit, ah non, mais c'est ton boulot, moi je suis débordé. Le mec, il était chômeur. Donc, j'entends bien la présentation que tu me fais idyllique. Simplement, il y a aussi des feignants, il y a des profiteurs, des gens qui sont au chômage et qui disent, mais pour mes enfants, va te battre, moi j'ai pas le temps. Voilà. Et ça n'est pas de la réification. À un moment donné, il faut être capable, Paul, de dire oui, il y a des feignants, il faut les secouer. Il y a des gens qui disent battez-vous pour moi, moi je préfère boire ma bière. Plus le mec qui était chômeur à 50 ans, il avait une bonne descente, je peux te le dire. Et son truc, c'était battez-vous pour mes enfants, j'y ai droit, mais moi ne me demandez rien. Et ça existe aussi, Paul. Il y a des profiteurs, il y a des parasites qui sont en train de râler, en train de dire c'est dégueulasse, tous ces salauds. Et toi, tu fais quoi? Ben non, mais moi, je peux pas m'en occuper. Mais moi, j'étais supposé faire des semaines de 150 heures, des journées de 48 heures pour ses enfants. Et lui, il n'avait pas le temps. Je l'ai vu, j'en ai vu beaucoup. Ce n'est pas anecdotique. Si je cite cet exemple, c'est qu'au moment du Covid, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient c'est dégueulasse, mais qui n'avaient absolument pas envie de se bouger le cul pour que ça change. Ça existe, Paul, les feignants, les profiteurs, les parasites. Comment on les remet au boulot, ceux-là? À part en les secouant un coup de boule en disant maintenant tu vas bosser. Bien sûr, mais tu en vois beaucoup, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur Internet, donc tu es très confronté à ça, je comprends très bien, et tu as raison, et j'ai moi-même connu, quand j'ai milité contre les mesures Covid au début du Covid sur LinkedIn, j'ai fait un post un jour qui a fait plus de 300 000 vues, parce que je publiais un courrier envoyé par Moderna et Pfizer qui était une recommandation aux médecins qui disait attention, il y a de très rares cas de myocardie, de périarthrite, etc. Il faut les traiter comme ils doivent être traités. On vous conseille de directement faire les analyses, d'envoyer les gens à l'hôpital et tout. Donc il y avait déjà une pharmacovigilance, comme on appelait ça, que les laboratoires ont envoyé directement aux médecins. J'ai demandé à mon médecin, mais
ils sont en train d'avouer qu'il y a des dangers d'effets secondaires avec ces médicaments. Et mon médecin m'a répondu oui, mais ça vient bien d'eux. En effet, ça vient d'eux et c'est normal. Et voilà. Alors que plein d'internautes m'ont traité de tous les noms en disant mais c'est un faux, c'est un courrier qui n'existe pas, c'est du fake, etc. Donc évidemment, il y a des fainéants, évidemment. Pour répondre à ça, il y a des gens en faute. Voilà. oui. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu déresponsabilises les gens, tu les déshumanises en disant c'est le marché. Mais la victoire du marché, de mon point de vue, Paul, c'est quand des gens disent le marché c'est pas bien, les gens n'y sont pour rien. L'idée, les gens sont impuissants, les gens sont des victimes, les gens n'ont plus de responsabilité. C'est ça la réification. Je suis d'accord. Que les gens ne sont pas responsables de leur destin. Je suis d'accord avec ça, mais mon propos, on a tous un propos et on a tous des raisons, des façons d'expliquer. On utilise des chemins pour expliquer les choses aux gens, tu vois. J'ai écrit un livre qui me semble être quelque chose qui met sur la voie, qui donne envie de comprendre, mais qui ne dit pas simplement réveillez-vous, sortez dans la rue. Et les Gilets jaunes est un excellent exemple du début, si tu veux, de la révolte du peuple. Et ça, moi, je suis évidemment pour la révolution populaire, c'est clair, pour que les gens se réveillent. Mais je crois qu'ils doivent se réveiller chacun chez eux dans leur propre vie, à force de recherche, connaissance, curiosité. Et ça arrivera comme ça. En les engueulant, ça marchera pas. Il faut absolument qu'ils fassent le travail. Pour faire le travail, il faut leur donner envie de faire le travail. Il faut les mettre sur la voie de la compréhension. Et à ce moment-là, les gens, le niveau intellectuel va monter. Les gens seront peut-être plus conscients, regarderont un petit peu moins les infos d'État et les médias subventionnés, et un peu plus les médias justement transversaux comme le tien, comme YouTube, etc., qui est une excellente chose. Donc, on fait un super boulot. Évidemment, c'est compliqué parce que la plupart des gens sont, on va dire, contre nous, ou en tout cas ne sont pas d'accord, parce qu'aussi on a donné à chacun, on a déifié, je trouve, les gens, le peuple est déifié en fait. On a tous notre opinion, même tout bébé, on peut presque décider de son sexe aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte dans quel monde on est. Hein. Donc on a tous, et on le voit dans des émissions grand public en dessous de tout, comme TPMP par exemple, on voit qu'on donne son avis à n'importe qui n'a aucune connaissance du sujet en question, et on le fait parler sur n'importe quel sujet. Donc voilà la crétinisation du monde. Il faut évidemment lutter contre ça. Mais c'est parce qu'on donne. Comment on fait pour lutter contre ça alors? Il faut donner envie aux gens, il faut leur donner cette curiosité, il faut les éloigner du dumping culturel qu'ils subissent tous les jours, du brainwashing américain. Il faut les éclairer sur les vraies causes des guerres, par exemple. Je le fais dans mon bouquin. Je parle pour la Première Guerre mondiale du Bagdad Ban, de Bagdad jusque Berlin, qui a été interrompu, arrêté par les Anglais, ce qui a un petit peu énervé les Allemands. Et puis il y a eu un assassinat de l'empereur Autriche-Hongrie qui a été fait à ce moment-là, et c'était ça la cause de la guerre, alors que c'était le Bagdad Ban. La Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, entre les deux guerres, il y avait une crise économique énorme, les banques faisaient faillite, la planche à billets fonctionnait à fond. Non, c'est Hitler. C'est ça, tu vois, si on commence à comprendre les vraies causes des guerres, Hitler, il a été quand même plus ou moins placé, je ne suis pas assez calé là-dedans, mais je crois qu'il a plus ou moins été placé par la Grande-Bretagne, qu'il a été élu démocratiquement en plus, et le Troisième Reich est né. C'est une histoire un peu sombre, d'accord, mais il y avait quand même une crise économique énorme entre les deux guerres, et ça marchait plus du tout, et la planche à billets tournait. Donc voilà, il faut lire pour ça Pierre Jovanovic qui a fait un bouquin à la revanche de la planche à billets de... Oui, mais j'adore Pierre Jovanovic, mais ce n'est pas un historien, c'est un conteur. Voilà. L'histoire, c'est une science aussi. Ouais. J'aime bien Jovanovic, mais on ne peut pas, à un moment donné, se passer du retour à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même se fonder sur des faits, et des faits qui soient opposables, comme on dit, c'est-à-dire que des gens peuvent se mettre d'accord sur ça s'est passé comme ça. Mais ça vient petit à petit. Je termine juste avec la Deuxième Guerre, parce qu'il y a eu le traité de Rapallo aussi, qui est une vérité historique. Et donc, c'était un accord que les Allemands avaient signé avec les Russes pour installer des usines sur les terres russes pour fabriquer de l'armement et ce qu'ils voulaient. Évidemment que ça n'a pas plu à l'Empire
anglo-américain, ça c'est clair. Et donc voilà aussi une raison de l'explosion de la guerre. Et voilà la raison de base pour laquelle les États-Unis ne veulent pas une alliance entre l'Europe occidentale et la Russie, parce que ça en ferait la plus grande puissance du monde et les Américains seraient dépassés. Donc voilà les raisons de la guerre actuelle en Ukraine. Et l'Union européenne est aux ordres évidemment des États-Unis. Donc, quand les gens commencent petit à petit à comprendre, ok, on va dire quelque chose, tu vas dire quelque chose, et ils vont l'entendre 10 fois ou 15 fois, ils vont quand même se dire, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune, hein, en 1969? Est-ce que le 11 septembre, ça s'est vraiment passé comme on nous l'a dit? Et on commence à gratter, alors on est vite catalogué comme complotiste, mais si on réfléchit un peu, on cherche, on travaille, et on s'ouvre l'esprit. Et si tout le monde fait ça, eh bien, là, le monde changera. Alors, il y a en effet un problème dans ce que tu évoques, c'est-à-dire que s'ouvrir l'esprit, c'est aussi s'exposer à cette grande forêt vierge maintenant qui est Internet, voilà, et parfois des sites dits de réinformation. Je n'aime pas ce mot, je ne l'utilise jamais, mais il y a des sites, on va dire, indépendants, mais parmi eux, on trouve de tout. Moi, j'aime bien Jovanovic, mais bon, il a sa vision du monde. Nous, on a quand même la prétention de suivre une méthode rigoureuse. Et puis, je vois des sites ou des influenceurs qui sont manifestement des infiltrés de la caste qui crétinisent les gens. Et je crois qu'il faut être capable de dire que dans ceux qui se réinforment, il y a des victimes de crétinisation. C'est-à-dire qu'ils vont sur des sites où on leur dit Macron est l'antéchrist, on répète en permanence des âneries, ou le pire, on met sur le même pied des travaux rigoureux. Je pense à Thierry Messant, par exemple, que j'apprécie, que nous faisons souvent intervenir au courrier. On le met avec 3 cons, et du coup, on connardise, si j'ose dire, des paroles qui ont un sens. Comment on fait pour aider les gens à se retrouver dans ce maquis? C'est compliqué. Moi, j'ai commencé, je ne vais pas citer les noms maintenant, mais il y a quand même plusieurs intervenants français. Essentiellement, ça avait commencé avec Alain Soral. Je sais qu'il est diabolisé, on peut pas en parler. Mais enfin, il y a des années, j'écoutais Alain Soral qui... Nous, on laisse parler d'Alain Soral. On n'a pas de voilà, donc il y a eu Alain Soral, et puis après ça, il y a eu très vite Francis Cousin, qui est pour moi quelqu'un qui m'a appris énormément au niveau de la connaissance de Marx, de Hegel, qui m'a donné envie de lire, que je continue à suivre d'ailleurs, qui est un homme brillant, un philosophe, quelqu'un d'une intelligence remarquable, qui n'est justement pas suivi et il est plutôt ostracisé. Et puis il y en a eu plein comme ça. Et je sais pas, il y a Pierre Hillard, tu parles de Jovanovic, il y a toi, il y a plein d'intervenants super intéressants, et on fait son chemin petit à petit, et on arrive à comprendre. Et puis on arrête de regarder la télé, on arrête de regarder YouTube, et on achète un bouquin, et on lit un livre de philo, quelque chose de sérieux. Et moi j'ai lu La phénoménologie de l'esprit de Hegel pendant la période justement du Covid, et ça m'a pris 3 ans. Donc j'ai commencé peut-être un peu avant, en 2018, ça m'a pris 3 ans. Mais c'est un livre qui m'a complètement modifié, complètement changé. La dialectique de Hegel, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'une vérité incroyable. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Explique aux gens qui sont en train de découvrir ce que tu dis, qui n'ont jamais entendu parler de Hegel. Est-ce que tu peux faire l'exercice impossible, en 3 minutes, résumer la dialectique de l'esprit chez Hegel? On va essayer ça. Donc, souvent les gens parlent de la dialectique de Hegel en disant... la thèse, l'antithèse, la synthèse, c'est complètement faux. Il n'y a pas de thèse, d'antithèse et de synthèse dans la phénoménologie de l'esprit. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc c'est mal enseigné déjà à l'école, j'ai l'impression. La dialectique de Hegel, c'est l'en-soi, le pour-soi et le retour à soi. Ce sont les 3 stades. Là où j'expliquerai où ça devient compliqué le plus vite possible. Les 3 stades de la vie, on va dire. L'en-soi, c'est l'enfance, c'est le moment où on est vraiment... On ne pense qu'à soi, il n'y a que nous qui comptons. Le pour soi, c'est un moment, on va dire, de stade de l'âge adulte où on se rend compte que l'on existe, on arrive à sortir de notre enveloppe et nous regarder, et on s'observe, et là, on doit s'abolir. C'est-à-dire dans le pour soi, on abolit toutes nos connaissances, toute notre éducation, la mauvaise éducation dont je parle dans le livre, justement, qui fait que, comme dit Hegel, ce qu'il y a à la fin était là au début. Quand je rencontre une femme, elle n'aime pas les épinards au moment où je la rencontre. On passe 7 années ensemble. À la fin de cette année, elle n'aime toujours pas les épinards. C'est ça qu'il veut dire. C'est vraiment schématisé, mais c'est ça. Il y a quelque chose de plus fort
en elle qui fait qu'elle n'aime toujours pas les épinards. Elle peut passer par tous les stades de l'amour, des voyages, de la catastrophe, de la découverte, de l'intelligence, de l'intellect et tout. Elle n'aime toujours pas les épinards. Donc il y a quelque chose de plus fort. Donc il explique la conscience, notre conscience, au moment du pour soi, on arrive à s'observer, se regarder et s'abolir. Et peut-être renaître à ce moment-là. Peut-être connaître une vie de connaissance de soi. Et le retour à soi, à la fin, peut-être à la fin de la vie, ce qui n'est pas exactement ce qu'il dit, mais ce serait la sagesse, la raison. Le moment où on est en accord avec notre en soi. Le moment où on accepte, où on réaccepte, si on veut, tout le stade qu'on a pour finir aboli dans le pour soi. Donc c'est ça. Et le problème, l'intérêt, c'est qu'il analyse la conscience à tous les stades où l'on se trouve, de tous les événements qui se présentent à nous. Et c'est ça qui fait que ça fait une brique. Si moi j'ai fait une brique de 400 pages, lui fait des briques de 850 pages. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il prend tous les stades et il les applique à tous les événements qui nous touchent. Et donc on comprend tout s'éclaire. On comprend que tout n'est qu'influence en fait. Et là, c'est ça qui m'amène à ma façon de penser, c'est que je suis spinozien. D'ailleurs, Hegel disait que si on veut faire de la philo, il faut d'abord être spinozien ou ne pas être. Spinoza nous parle du déterminisme et nous dit les choses sont déterminées. Il faut pas le prendre comme un fatalisme. Les choses sont déterminées. Le libre arbitre est une illusion. Voilà ce que dit Spinoza. Ça paraît très abrupt, on n'y croit pas, ça fonctionne pas du tout avec la société actuelle. On nous dit tout le contraire. Mais quand on vérifie, on voit que chaque acte n'est que le résultat d'un autre acte et que nous agissons en réaction, nous réagissons. Voilà un petit peu ce qui m'amène, si tu veux, à dire c'est le système. Ce système organique, si tu veux, est déterminé et se déroule comme il va se dérouler. Et évidemment, et là je suis à fond d'accord, mais j'ai pas le temps, mais je suis à fond d'accord sur le fait que on doit lutter, on doit se battre contre ça, on doit essayer de freiner ça et d'orienter, oui, mais derrière, il y a toujours ce déterminisme. Et là, moi, je suis vraiment partagé entre agir, écrire des bouquins et intervenir et s'exprimer, et en même temps comprendre. Alors donc, est-ce que, en lisant ton livre, les gens vont... Est-ce que c'est une façon aussi de permettre aux gens de sortir de... Et je vais citer Hegel, du rapport de maître à esclave dans lequel ils sont enfermés, puisque un des pans de la phénoménologie de Hegel est quand même d'expliquer qu'au fond, le maître existe avec un esclave et au fond, l'esclave est plus indispensable que le maître dans la relation de soumission. Est-ce que, toi qui nous as décrit les malheurs du soumis, de l'esclave, qui est réifié, est-ce que ton livre permet de sortir de l'aliénation de l'esclave telle que Hegel avait commencé à la décrire? Alors je crois que oui, pour revenir au maître et l'esclave de Hegel, donc il nous explique que l'esclave est tout aussi nécessaire au maître que le maître ne l'est à l'esclave, envers l'esclave. Donc il y a une sorte d'acceptation comme ça. Il y a déjà une sorte de dialectique. Quelque chose naît entre deux. Donc c'est toujours trois choses. La dialectique, c'est le maître et l'esclave. Et alors c'est probablement l'action qui est la fin de la dialectique, le troisième, le pour soi de la dialectique. Il y a ça. Mais il nous dit aussi... Moi je te coupe, mais on peut rappeler, marteler qu'il est beaucoup plus agréable, selon Hegel, enfin si on lit bien Hegel, il est beaucoup plus agréable d'être un esclave que d'être un maître. Être un maître demande plus de compétences qu'être un esclave. Oui, bien sûr, mais dans notre société organisée comme elle est, apparemment, il y a pas mal de maîtres qui souhaitent avoir la place de maître. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez convoité parce qu'on est dans une échelle sociale verticale qui fait que plus on monte, plus on a un réseau, plus on a de l'argent, plus on est riche et célèbre, etc. Plus on fait chier aussi. Moins de temps on passe devant sa télé à boire des bières. J'ai un concept dans mon deuxième bouquin qui est l'argent, la dette, le mensonge, qui dit que l'argent est arrivé avec la dette, enfin la dette d'abord et puis l'argent avec le mensonge. Les trois sont indissociables. Plus on se rapproche de l'argent, plus on se rapproche du mensonge. Et de la dette forcément. Donc il y a une sorte aussi de dialectique là qui continue à fonctionner. Mais sinon, pour Hegel, il nous dit aussi, par exemple, et là vraiment dans mon livre, je crois que je l'explique, moi qui suis, on va dire, je suis pas un athée,
Je suis d'éducation plutôt catholique, athée comme ça, mais en fait je suis plutôt panthéiste. Donc pour moi le divin est en tout, le divin est partout. Dieu n'est pas une personne, il n'y a pas d'anthropomorphisme du Dieu. Alors que les trois monothéismes sont dans l'anthropomorphisme de leur Dieu. Hegel nous dit la liberté absolue, il y a deux concepts essentiels dans son bouquin, c'est la liberté absolue et le savoir absolu. La liberté absolue, c'est se libérer de tous les dogmes, tous, absolument tous. Et ça, c'est essentiel dans la compréhension. Donc, pour moi, le dogme, ce n'est pas la religion spécialement. Le dogme, c'est notre société telle qu'elle fonctionne, évidemment. Et donc, ce dogme, on a un dogme européen, on a un dogme occidental, on a un dogme blanc, on a un dogme de tout ce qu'on veut. Et se libérer des dogmes, c'est accéder à la liberté. Donc ça, c'est très important. Et ça, moi, je l'explique vraiment largement. La liberté d'abord, la liberté totale, la liberté absolue. Et le savoir absolu de Hegel, c'est ce moment où on accède à un moment où chaque chose ne fait que s'additionner, on n'apprend plus grand-chose, on devine et on comprend tout immédiatement. Il y a une sorte de perfection de la compréhension comme ça. C'est un moment assez, que je ne dis pas connaître, hein, mais que Hegel dit connaître en tout cas. Bon, remontre-nous ton livre, que les gens l'achètent, parce que je suis sûr que tu leur as donné envie de l'acheter. Voilà, mets-le bien, ça s'appelle Philosophie de la soustraction. Voilà. Si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, je pense ils peuvent le commander dans la librairie ou pas? On peut le commander, c'est Les Impliqués, c'est l'Harmattan, en fait, l'éditeur. Donc c'est un gros éditeur parisien. Librairie Vincent, je le répète parce que c'est un homme charmant. J'ai fait une dédicace il n'y a pas tellement longtemps là-bas, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et voilà. Donc je le redis, il y a Librairie Vincent, on en fait la pub. Allez dans le 7e arrondissement de Paris, avenue de la Bourdonnais, au métro École Militaire. Vous pouvez y aller, c'est toujours sympa. On y trouve tous les livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, Paul, tiens-nous au courant de ton évolution et on se refera un entretien. D'accord? Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.